troisième épisode de ce podcast pour que vous puissiez me connaître et savoir un petit peu plus de choses sur mon enfance, sur mon adolescence, mais également sur le drame qui a marqué mon début de vie d'adulte et qui a fait que je n'ai plus jamais été la même du tout. Ce drame qui a conduit à une dépression, qui a conduit à des prises de médicaments, qui a conduit à une, une tentative de suicide, qui a conduit à beaucoup de choses. Donc nous sommes en 2000 pile, on est en septembre, je suis toujours dans l'appartement que ma maman et mon papa me payent. Je suis en train de suivre un cursus pour être secrétaire médicale. Je fréquente toujours Cédric, qui, comme vous le savez, a quelques petits soucis avec l'alcool. Il est pompier volontaire et il a signé un contrat à durée indéterminée avec la RTBF à Namur pour être gardien de sécurité là-bas. Donc tout se passe plus ou moins bien, je vous dis. Il a quelques soucis d'alcool, mais il n'est pas violent. Enfin voilà, quoi. C'est pas non plus... tout se passe très bien et très vite, le studio dans lequel je vis, ben, il est petit, etc. On veut se mettre en ménage, donc je quitte l'appartement parce qu'on achète une maison. L'achat de la maison se fait très très rapidement. C'est une maison qui se trouve aussi dans les environs d'Andenne, donc pas loin de chez mes parents, en bord de Meuse, une maison villageoise, dans un quartier très calme, une petite maison avec 2 chambres, un grenier aménageable, salon, salle à manger, un WC en bas, un WC, salle de bain en haut, petite cour devant, bord de mer, tout ce qu'il y a de plus, enfin bord de Meuse, pas de mer, bord de Meuse, tout ce qu'il y a de plus calme, voilà. On rentre dans la maison en octobre, novembre, oui, en octobre, fin octobre, début novembre, et on va vivre sereinement dans cette maison. Lui part travailler, moi je reste à la maison. Je fais mon cursus, donc comme je vous l'ai dit, je suis toujours aux études, mais avec pas une formation à domicile, mais un jury central. Donc je dois rendre des comptes évidemment et passer un examen à Bruxelles devant le jury central justement pour avoir mon diplôme d'études supérieures, donc puisque j'avais fini la Réto. Et donc après la Réto, j'avais fait un cursus pour être secrétaire médicale, que j'ai réussi bien évidemment. Donc du coup, tous les jours, tous les 2, 3 jours, ça dépend un petit peu, mais régulièrement, je garde mon petit filleul qui a 2 ans. Et donc c'est souvent le meilleur ami ou le tonton du côté de ma belle-sœur, qui me l'amène le matin et on vient le rechercher quand un des 2 parents, donc mon frère ou ma belle-sœur, sont rentrés de leur taf. Il faut savoir que mon frère, ben, il est inspecteur de police, donc il fait des PO 6-2, 14-22, 22-6, etc. Et que ma belle-sœur travaille dans une parfumerie centre d'esthétique, et donc du coup, dans un gros centre-ville. Donc du coup, elle part très tôt le matin et elle revient évidemment vers 18-19 heures à la fermeture du MAC. Donc, du coup, moi, j'ai mon filleul régulièrement gardé. C'est très, très gai parce qu'évidemment, moi-même, je voulais des enfants à la base. Et donc, je suis très contente de garder mon filleul. On me l'amène le matin avec sa petite pampers et ses petits jeux et ses trucs. Et on va promener le long de la Meuse. Donc, voilà. Du coup, ça nous amène au 12 janvier. Au 12 janvier au matin. Tout se passe très bien. On se lève. Cédric fait du 14-22 à RTBF. On m'amène, c'est le meilleur ami de mon frère, donc je vous ai dit que j'avais revu, on a qu'à aller voir mon dernier vlog ici. Donc c'est le meilleur ami de mon frère qui m'amène le petit loulou. Donc il prend son bain et etc. avec justement Cédric. Donc il prend son bain, je l'habille, etc. On déjeune. Voilà. Et à midi quart, ben, il est l'heure pour Cédric de partir travailler, comme à chaque fois qu'il fait 14h22, il part vers midi quart parce que ben, le temps de faire la route et de trouver une place dans le centre de Namur, c'est assez, pour ceux qui connaissent les grandes villes, c'est assez compliqué. Donc voilà, on est le 12 janvier 2001, donc, hein, et il part travailler pour un 14-22. Moi, j'ai mon filleul toute la journée, donc je m'occupe de lui. Euh, je fais ce qu'il y a à faire et je n'attends évidemment pas Cédric avant au moins 22h30, puisque, comme je vous l'ai dit, il est censé faire un 14-22. Et par contre, dans l'après-midi, il me sonne et il me dit qu'il aura fini plus tôt parce qu'un de ses collègues a demandé un changement de pause avec lui et donc
il avait commencé un peu plus tôt, vers 13h, qui est arrivé, et il fera un 13h, 18h, et il s'arrêtera là parce que son collègue le reprendra à ce moment-là, le 18, jusqu'à 22h, et ils changeront leur pause. Donc, il y a un petit changement de pause, donc il me téléphone, et il me dit j'aurai fini à 18h, au mieux de 22. Je dis ok, ça va, donc pour moi, il doit rentrer vers 18h40, 45. C'est l'heure à laquelle, d'ailleurs, on va revenir chercher le petit loulou. Donc, Nicolas me quitte à 13h, à 18h30, dans ces eaux-là. Je lui dis au revoir, je lui dis à demain, puisque ben, le lendemain, c'est, voilà, je suis censé le garder le lendemain. Du coup, moi, j'attends Cédric, mais qui ne rentre pas, il ne rentre pas. Donc, je commence évidemment à suspecter qu'il ait fait un passage vers un café qui m'est encore un peu arnaqué. Et j'ai de moins en moins de facilité à comprendre son comportement. J'ai de moins en moins de facilité à comprendre pourquoi cette envie de boire alors qu'il a un boulot, il a une maison, il est pompier volontaire, il fait ce qu'il aime. Et donc j'ai un peu de mal à saisir ça. Je sais que sa maman a un souci avec l'alcool, je sais que son papa a un gros souci avec l'alcool aussi. Mais je comprends pas pourquoi en fait, pourquoi il boit, pourquoi il est comme ça, alors que ben, on a fait tout pour démarrer une vie normale. Et bon, je l'attends, je me rends compte qu'il ne rentrera pas pour souper, donc je mange seule comme bien souvent, et je me fous devant la TV toute seule pour regarder un feuilleton, j'attends, il ne rentre pas. Vers 21h, je lui sonne, et il est effectivement bien au café, je lui dis que là, je sature. J'ai eu mon papa au téléphone juste avant qui me dit que je dois arrêter ça tout de suite, que ce n'est plus possible, etc. Mes parents se tracassent évidemment énormément pour moi parce que ben, c'est une liaison compliquée. Je connais Cédric depuis que j'ai donc 16 ans et il boit et mes parents ne veulent pas de cet avenir pour moi, ils se tracassent beaucoup et eux, ils aimeraient autant que je quitte Cédric et que je redémarre quelque chose d'autre, même si Cédric est quelqu'un de super attachant, que mes parents aimaient beaucoup, même adoraient. Et du coup, ils me font comprendre que là, il faut arrêter. Ben, je leur dis qu'on vient d'acheter une maison, que c'est un peu compliqué, qu'on n'est pas mariés. Mon papa me dit, écoute, on t'aidera pour reprendre l'autre partie de la maison, mais il faut mettre un terme à ça. Donc, moi, j'en ai un peu ras-le-bol, je suis à bout, donc à 21h, je lui sonne et je l'ai au téléphone. Il est donc bien dans un café. Il est bien éméché, évidemment. Je lui dis que je sature. Je lui dis textuellement qu'il vienne, qu'il reprenne tous ses brols, que je racheterai sa part, donc que je lui donnerai sa part en liquide de la maison, mais qu'il parte parce que moi j'en ai ras-le-bol. C'est plus possible. On a tout tenté pour essayer de le faire arrêter de boire et ça ne fonctionne pas. Donc moi je n'ai plus d'autre solution que celle-là. Je ne peux plus continuer à passer des nuits blanches, je ne peux plus continuer à me tracasser à chaque fois. Et donc je lui dis que maintenant ça c'est terminé. Du coup, là, à ce moment-là, il me dit qu'il va arriver et qu'on va en parler parce que voilà. Et je l'attends, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Je finis par m'endormir et comme il est pompier volontaire, sur la cheminée de notre salon, il y a un scanner grâce auquel il peut entendre les autres interventions et il peut aussi savoir que ben, il y a eu un souci et donc qui sont appelés. Donc ce scanner se met en marche et me sort de mon sommeil. Donc j'entends les grésillements, etc. Ça me sort de mon sommeil, je regarde l'heure, il est minuit 2, minuit 3. Et j'entends les pompiers qui sont un peu pas comme d'habitude. C'est les pompiers évidemment de ma ville, d'Andenne. Ils sont un peu pas comme d'habitude. Que je sens bien qu'il y a un souci. Je regarde dehors, je vois que la voiture n'est toujours pas rentrée. Le, le chien qu'on avait à l'époque, qui était beaucoup avec Cédric qui tourne en rond. Et du coup, j'écoute un peu au scanner et j'entends qu'il y a un accident de voiture très grave, que c'est un collègue pompier, il faut des véhicules d'intervention, qu'il faut une ambulance, qu'il faut l'ARIA. Et à ce moment-là aussi, j'attends, j'écoute, et puis j'entends que bon, ben, l'ambulance vient de démarrer, qu'il faut prévenir la famille. Et donc ça grésille encore un petit peu et ça se calme. Et, et au fond de moi, je sens qu'il y a un truc. Je me dis, je sens que c'est pas normal, que la manière dont il parle au scanner est très cachée, parce qu'il se doute bien que à ce moment-là, moi j'ai le scanner chez moi, donc ils savent que ben, j'écoute le scanner, que je suis derrière bien souvent quand il y a des interventions, et que donc il parle un peu en caché, mais je comprends
de loin un Delta Charlie Delta, mais sans certitude de ce que j'entends, et parce que mon attention à ce moment-là est portée vers des véhicules qui rentrent dans la rue, et qui rentrent tout doucement dans la rue, et je retourne donc ma tête vers la fenêtre, et je vois là le combi de gendarmerie qui s'arrête devant chez moi, suivi de la voiture de mes parents, et je comprends tout de suite que mon pressentiment est le bon et qu'il y a un souci. Donc là, j'éteins le scanner, j'ouvre la porte, le policier arrive vers moi, suivi de très proche par mon papa et ma maman, qui sont là tous les deux. Je vois la mine défaite de mes parents que c'est vraiment grave. Et ils me disent on va rentrer, je dis oui. Ils rentrent à la maison et là je leur dis il est mort, il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Là le policier me dit bah, écoutez on a, on a retrouvé Cédric sur, dans sa voiture le long de la grande route qui mène de Andenne vers Namur, donc il était dans le sens opposé en fait. Je ne sais pas pourquoi il est reparti dans ce sens-là et pas vers chez nous, ça je n'aurai jamais l'explication. Je sais juste qu'après avoir accroché avec moi, il est parti précipitamment du café, en oubliant sa veste et son téléphone sur place. Après, je ne sais pour quelle raison il est parti dans le sens par là ou dans le sens par là, mais il est parti dans le mauvais sens. Les policiers qui sont venus m'annoncer d'ailleurs le décès le suivaient, donc c'est eux qui ont intervenu, qui ont appelé. Si vous entendez du bruit un petit peu derrière, c'est parce qu'il y a les papillons cartons qui passent, donc c'est le camion qui est derrière moi. Vous voyez la couleur orange qui change, c'est le camion de papier carton qui est en train de charger mes papiers cartons. Donc du coup, là je leur demande à maintes reprises qu'on m'informe de l'état de santé de Cédric et les policiers ont un peu de mal à sortir le mot. Ils me disent qu'ils l'ont suivi, qu'il ne roulait pas vite, que pour des raisons qui leur sont inconnues, il a perdu le contrôle du véhicule qui a fait une toupie sur une plaque de verglas. Je rappelle qu'on est le 12 janvier 2001, qu'il avait, enfin, là, on arrive au 13 janvier évidemment, mais il faisait très très froid, il gelait énormément cette période-là, et que les pompiers sont intervenus, etc. Là, comme je vois que la police rentre dans des grosses explications, il va y avoir un bruit du coup, dans des grosses explications, je me retourne vers mon papa et ma maman, et je leur demande de me dire la vérité, parce que pour le moment, à part me regarder la mine déconfite, ils n'ont pas encore parlé. Donc je leur demande de me dire la vérité. Ma maman fait, tu sais, Valérie, je comprends qu'elle va avoir du mal à me le dire. Donc là, je me retourne vers mon papa parce que je sais que lui, il va me le dire. C'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un qui va dire la vérité. Et donc je lui dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, il est mort. Ils l'ont transporté à l'hôpital et il faut que maintenant tu prennes une décision très compliquée. Et donc là, je regarde la police, je lui dis, c'est-à-dire, et là, le téléphone de la police sonne. Ils répondent et c'est l'hôpital. Et l'hôpital demande à ce que je prenne cette décision qui va bouleverser ma vie, même si je sais qu'il est mort, même si je sais qu'il est en état végétatif, même si je sais que l'état de santé de Cédric ne pouvait pas permettre aucunement qu'il vive, même en étant un peu atrophié ou quoi, il n'aurait pas su vivre. Son cerveau était sorti, je suis désolée pour les termes, mais son cerveau était sorti de la boîte crânienne. Il pendait à l'extérieur du véhicule. Et donc, il n'aurait pas survécu de toute façon. Mais pour m'éviter de voir cette vision, sachant que tout le monde se connaît dans ma ville et tout le monde connaît ma maman qui était institutrice dans la plus grosse des écoles de cette ville, que tout le monde me connaissait mon frère. Enfin, voilà, il préférait qu'il me l'annonce et qu'on on transporte le corps et qu'on le mette pas à la morgue, mais qu'on le mette d'abord dans une chambre, s'il fallait la tube, etc., mais tant pis, mais qu'on le fasse pour que moi je puisse voir le corps, pas sur le bord de la route, ni dans un sac. Et donc, du coup, là, le gendarme nous dit de toute manière, on précise que il est mort de toute manière, mais qu'il faut arrêter la machine. Ben, je leur dis alors à ce moment-là, c'est à sa maman de prendre la décision, mais on me dit non, c'est vous qui vivez avec, vous êtes domicilié avec, c'est à vous de prendre cette décision. Je prendrai évidemment la décision de les brancher, ça n'ai pas eu trop le choix de le faire, mais cette décision va changer à jamais ma vie et va changer à jamais la perception que j'ai sur l'euthanasie et sur cet arrêt de machine qui, d'ailleurs, quelques années plus tard, sera de nouveau d'actualité pour une autre personne. Donc du coup, je monte dans la voiture de ma maman et je leur dis, écoute, on va aller prévenir la sœur avant de prévenir la maman, parce que
La maman, elle est hors sujet, elle boit beaucoup. Et je sais que la sœur étant infirmière, on va d'abord passer là-bas. Donc elle me dit oui, effectivement, je frappe pour ne pas réveiller les petits enfants, parce qu'à ce moment-là, la sœur avait des petits enfants. Et donc je frappe discrètement. Elle voit tout de suite que c'est moi, donc elle ouvre, je lui annonce. Elle me dit je m'habille et on va prévenir. Donc on part chercher la maman de Cédric et on part tous à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, l'infirmier est un petit peu dubitatif, il ne sait pas s'il doit me laisser rentrer ou pas, parce que le corps est quand même relativement abîmé et il sait pas, il veut juste en fait lui que je signe le papier en disant que c'est lui, mais il n'est pas clair de rentrer. Donc là, à ce moment-là, il a un plateau devant lui avec un petit truc, un petit chariot, avec toutes sortes de médicaments, avec beaucoup de seringues évidemment, puisqu'on est dans un étage de réanimation. Et j'attrape le plateau, je lui dis, écoute, ne me laisse pas rentrer. Je retourne tout le plateau au milieu de tout, je pète une crise. Donc là, il me dit, bah, écoutez, moi, je vais pas vous interdire de passer. Si c'est votre désir, allez-y, allez le voir. Il nous donne le numéro de la chambre. Il prévient évidemment mon papa que c'est grave. Mon papa dit, moi, je ne laisse pas ma fille rentrer seule. Il rentre avec moi. La maman de Cédric ne veut pas pénétrer. Ma maman ne veut pas la laisser seule. Ma maman me dit, ben, moi, je vais rester avec la maman de Cédric. La sœur nous dit, ben, moi, je rentre aussi. Donc on rentre tous les trois dans la chambre, il y a du sang partout, ça coule à travers le matelas. Son corps est épais comme ça, il a perdu quasiment tout, il n'y a même pas d'organes à récupérer parce que s'il y en avait eu, j'aurais donné l'autorisation. Mais la tête a été touchée, elle a visiblement cogné dans toute la voiture, elle a à mon avis touché le sol plusieurs fois et il est ouvert de là jusqu'à là, le cerveau est dans l'or, on a mis un bandage, mais on voit que ben, là il est là. Ça pisse dans un bassin à travers le lit. Il est encore chaud, on vient d'arrêter la machine. Il m'a dit la machine a été arrêtée il n'y a pas longtemps. Quand je le touche, il est encore chaud, mais il est sans vie, quoi. Donc, du coup, on reconnaît bien que c'est son corps, hein. On fait les démarches qu'il y a à faire. On quitte la chambre et là, on lui dit qu'on va le descendre à la morgue et de prendre contact avec les pompes funèbres de notre choix pour qu'ils viennent nous amener les habits, tout ce qu'il faut et le cercueil pour le transport. Donc on rentre chez ma maman, on appelle les pompes funèbres, on va avec mon papa sur notre fête tout de suite retourner dans ma maison, chercher sa tenue de pompier pour pouvoir lui mettre. Et on remonte tout de suite, les pompes funèbres sont là, ils attendaient que je revienne. On choisit les cercueils, etc. L'intérieur, enfin, on choisit tout ce qu'il y a à choisir, on donne les heures pour les visites, on choisit un petit texte pour les faire part, enfin, voilà, le truc traditionnel, mais qu'on ne devrait évidemment pas vivre à 21 ans, mais le truc traditionnel qu'il y a à faire quand on enterre son mari, sa grand-mère, enfin, voilà. Mais moi j'enterrais mon futur mari, puisque on était en janvier et on devait se marier en juin. Donc, l'histoire se fait, on commence à prévenir autour de nous les gens, puisque le soleil se lève, donc on prévient mon frère et ma belle-sœur, on prévient ma grand-mère, on prévient mon grand-père, puis voilà, ça fait boule de neige, on prévient les gens de la Croix-Rouge avec qui on était amis, on prévient les pompiers, ceux qui n'étaient pas au courant, mais grandement ils étaient tous au courant évidemment, ils étaient quasiment tous intervenus, on prévient du côté de Cédric, etc. Enfin, voilà, ça fait un peu effet boule de neige vers l'avenir, on nous demande de faire un, un petit... un petit article, voir si s'ils peuvent me citer, etc. Tout se met en place. On remonte à Namur, on va déposer les habits, etc. On voit Cédric une dernière fois. Je lui passe la bague de fiançailles à son petit doigt. Je lui dis, au revoir, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Et il referme donc le cercueil, évidemment pas devant moi, hein, il referme le cercueil pour pouvoir faire évidemment la traversée de la commune de Namur à la commune d'Andenne. En étant pompe funèbre, je sais que c'est assez, enfin, il faut beaucoup de papiers. Donc il est au funérarium d'Andenne, celui qu'on comprend et comprendra encore, je pense, pendant des années. Et moi, je rentre chez maman. Et bon, j'ai pas grand-chose à me mettre. Là, on a déjà des problèmes avec la famille. Ils veulent la moitié de la maison. Enfin, les comptes se bloquent. C'est un compte commun, donc j'ai plus un bal. La vie est belle, donc je me retrouve sans le sou, sans pouvoir rentrer dans la maison, puisque on n'a pas de fait de tontine, donc je peux plus pénétrer dans les lieux.
voilà, donc je reste chez mes parents, bien évidemment. Mes parents ne me laissent pas sans souci, sans malheur, hein, soyons clairs. Mais voilà, ça se coupe à ce moment-là, c'est vraiment terrible. Parce que la famille fait tout de suite opposition, la maman veut son fric, donc fatalement c'est des alcooliques qui comprennent rien à la vie. J'ai, euh, je vais avoir un coup de fil du notaire de notre famille, je lui réponds que ben, il est même pas enterré, il comprend rien. Il comprend pas, lui, il est perdu, il s'excuse mille et mille fois, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit qu'on l'a déjà joint de l'autre côté, il croyait que c'était fait, il est désolé, enfin voilà, il est mal dans sa peau. Nous, on part pour les visites. La maman est morte, schnoll, évidemment. Elle se fera d'ailleurs sortir du funérarium 2 ou 3 fois sur les quelques jours où on est là. Il y a énormément de visites, énormément. Il a 23 ans, il est pompier volontaire. C'est que il va y avoir énormément, énormément de visites. C'est très fatigant, mais voilà. Énormément de visites, énormément de fleurs, énormément. J'ai pas su répondre à tout le monde sur les petites cartes. Enfin, c'était assez compliqué. Il y avait beaucoup de monde. On va faire l'enterrement, donc, comme prévu, le 16 juin, je pense, mais on ne sait pas ouvrir le caveau parce qu'il gèle à pierre fondre. Donc, on est obligé de le mettre dans le caveau d'attente. On fait l'enterrement, etc. Le truc se fait. Voilà. Je rentre chez mes parents puisque ben, je ne peux toujours pas pénétrer dans les lieux. Ben, voilà, donc je vais acheter des habits, voilà, je me rhabille quand même. J'arrive à joindre à ce moment-là le chômage, puisque comme je suis toujours aux études, c'est un chômage, pas un chômage de sans emploi, mais c'est un chômage qu'on verse aux jeunes comme moi qui font des études et qui ne sont plus sous le toit de leurs parents. Donc j'arrive à les joindre. Ils décident effectivement, avec l'envoi du truc comme quoi mon conjoint est décédé, de m'envoyer les sous sur un compte que je réouvre à mon nom. Donc je récupère évidemment mensuellement cette somme-là. Et donc voilà, la vie prend son cours. Les policiers arrivent, ils récupèrent les affaires de Cédric, ils coupent la carte d'identité, etc. 3 jours après, on est rappelé par les pompes funèbres et par le barbier. On remonte avec mon papa pour attester que le cercueil est bien passé. Pour une deuxième fois, on l'enterre. On le remet dans le bon caveau. Et voilà comment se clôture le drame en soi. Le moment où le drame s'est passé. Va s'en suivre une longue période de folie où je vais sortir, où je vais prendre des médicaments, où je vais déconner énormément. Je vais faire une tentative de suicide à 2 reprises. La première sera ici. Euh, je ne sais pas si vous le verrez super bien, mais ici, là et là, ça sera le moment où je me coupe les veines. Le deuxième sera par prise de médicaments. Les 2 fois ont raté, donc c'est que ça ne devait pas être le bon moment pour moi. Il ne m'a pas voulu. Euh, Quelque chose d'autre m'attendait de toute façon, donc voilà. Et donc c'est la descente aux enfers. Je me marie une première fois. Le mariage durera 6 mois tout cassé, parce que ben, déjà je me marie, c'est un mariage pansement. J'ai eu que de l'amitié pour ces personnes-là, pas de l'amour. Et donc voilà, on se sépare à ce moment-là. Et, euh, Et donc, c'est ce moment qui va nous faire passer de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous savez quel est ce passage. Dans le prochain épisode, qui sera le dernier, je vous parlerai du début de cette nouvelle vie, de la rencontre avec Dimitri et de ma prise, évidemment, de ma montée vers le haut, en sachant, avant de clôturer, que j'ai donc passé 2 ans après, donc en 2003, que j'ai passé avant de rencontrer Cédric, avant de rencontrer Dimitri, j'ai quand même passé mon jury central que j'ai réussi avec grande distinction et j'ai donc été, et je suis donc secrétaire médicale. Donc ça clôture cette vidéo par un petit point quand même un peu positif. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces podcasts vous plaisent. J'espère que cette manière de tourner vous plaît. Je vous fais des bisous. Likez si ça vous a plu. Allez-y, commentez, posez des questions. Je suis ouverte, ce sujet ne me fait plus mal. J'ai fait mon deuil, donc ça fait maintenant 19 longs, enfin 18 ans exactement que ça s'est passé. Donc j'ai fait mon deuil.
Donc si vous avez des questions à poser, si vous avez des conseils, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous allez en dessous et vous commentez la vidéo, il n'y a aucun souci. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook. Vous déroulez la barre d'infos, il y a tout plein d'informations en dessous de mes vidéos. On se retrouve dans un prochain podcast la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous les amours.